Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Pour commencer ce journal, les équipes de Via Occitanie ont pu assister à une opération coup de poing des forces de l'ordre dans un quartier sensible de Nîmes. Une opération destinée à répondre au sentiment d'insécurité. Dans un instant dans ce journal. À Valençol, ce sont les producteurs de lavande qui sont en crise et n'ont pas d'autre choix, vous allez voir, que de brûler leurs plants. C'est ce qu'a constaté notre partenaire sur place de La Provence. Et puis, si vous aimez les animaux, ce reportage est absolument à regarder. Bien loin de la traditionnelle image du loup, Oracle et Meki ont un regard profond et attachant. Une équipe de TVR à Rennes a rencontré ces deux chiens loups champions du monde. Et puis en fin de journal, l'histoire est incroyable. Une partie du trésor découvert par un alpiniste sur un glacier du Mont Blanc en 2013 a été vendue aux enchères. 8 Mont Blanc a suivi cette vente pas comme les autres. Bien sûr, nous ne pouvions pas débuter ce journal sans revenir sur cette attaque terroriste qui a fait 1 mort et 3 blessés dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais, vendredi dernier. 3 jours avant la commémoration de la mort de Samuel Paty, enseignant assassiné par un terroriste déjà en 2020. Dominique Bernard, professeur de français, est mort poignardé. Et partout dans les écoles de France, une minute de silence a été observée en hommage aux 2 enseignants. C'est difficile. C'est difficile de voir toute cette situation, toutes ces horreurs. C'est difficile de ne pas être en colère, mais en même temps, on a envie d'être empathique et tolérant. Et on a envie d'aimer les gens et de soutenir les familles, soutenir le métier aussi de professeur. Mathis, mon plus grand, de 13 ans, elle me dit il était à 10 cm du tueur et il a vu le corps du prof par terre devant lui. Et il a eu le réflexe de partir en courant et de se réfugier chez son copain. Un professeur assassiné tout simplement parce qu'il est professeur. Il est professeur, il enseigne, il est là pour éduquer ses enfants. C'est quand même assez émouvant que la République soit touchée dans son enceinte scolaire et pour l'éducation, tout ça. Puis même, je trouve que c'est important, moi actuellement je suis étudiante, c'est important de venir déjà puisque c'est un prof, puis aussi parce que c'est la France qui a été touchée par cet événement. À Nîmes, le quartier Pisevin avait été le théâtre d'échanges de coups de feu meurtriers durant l'été dernier. Alors en attendant l'ouverture prochaine d'un commissariat, environ 120 policiers, CRS et gendarmes mobiles spécialisés dans la recherche d'armes et de stupéfiants ont procédé à de multiples contrôles sous le regard rassuré de la population. C'est un reportage d'Olivier Michel pour Via Occitanie. Est-ce que chérie, tu veux qu'on en fasse déjà de visu? Ouais, de visu, ouais. Contrôle de stupéfiants, contrôle routier ou dans les bus, c'est une opération coup de poing coordonnée à laquelle a été conviée la presse sur le quartier de Pisevin, avec une volonté affichée, montrer la présence de l'État sur le terrain. L'idée d'aujourd'hui, c'est de marquer par une présence massive d'effectifs sur le quartier, d'avoir une opération, je dirais, où on vient enserrer la totalité du quartier pour contrôler, rechercher au sein de l'ensemble des lieux qui sont compris dans ce périmètre. C'est pour ça qu'on a un déploiement de ce type, de près de 120 effectifs, qui est un déploiement massif au sein du quartier sur cette opération d'harcèlement de point de vie. C'est ce type d'opération qui nous a permis de découvrir au sein d'un box, dans un sous-sol, 4 armes de guerre, 5 kilos de résine de cannabis. Une présence policière qui rassure la population, peu avide de commentaires. Si la police est là, c'est bien. Si la gendarmerie vient là, c'est bon. Parce que ça, là, on dort bien, on dort très bien. C'est une opération coup de poing qui bon, ça va pour les statistiques de la police, c'est bien, mais le problème, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, ils le savent vraiment en vérité. La drogue, elle vient d'où? La drogue, elle vient du Maroc. La drogue, elle vient d'où? Elle vient du Maroc. Couper les ponts avec le Maroc, moi il n'y aura plus de drogue. Annoncé en août dernier par Gérald Darmanin comme un symbole de reconquête, l'ouverture d'un poste de police mixte et provisoire dans le quartier doit intervenir avant la fin de l'année. Sans transition, je vous propose de nous rendre dans les Alpes de Haute-Provence face à un marché qui s'est effondré, celui des producteurs de lavande du plateau de Valençol qui n'ont pas d'autre choix que de brûler leur production. Regardez ce reportage d'Éric Camois pour notre partenaire de la Provence sur place. C'est triste, les paysages sont carrément différents. Vous pouvez voir autour de vous, c'était une parcelle de 20 hectares. Maintenant, il y a un chaume de blé, des lavandes arrachées. Je vais faire du sainfoin sans doute, parce que le céréal, le coût de production est aussi élevé. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va.
Pour moi, c'est une culture endémique de la région PACA. Du coup, quand il y a d'autres départements de France qui se mettent à en produire, ça nous coupe l'herbe sous le pied, quoi. Nous, ce qu'on valorise, c'est notre terroir. La lavande est typique de notre terroir, les touristes viennent pour ça. Vous voyez des nuages de touristes l'été, c'est pour voir la beauté de nos paysages. Ben là, on aura un paysage aride et sec, pas l'Espagne, mais presque, quoi. Les lavandes, vous en verrez parsemées, mais plus c'est marée violette. Dans les Vosges, l'entreprise Fertile innove depuis 60 ans afin de limiter l'usage du plastique en développant des pots de fleurs biodégradables dont 80% sont destinés au marché étranger. En créant la marque Sans Culotte, le fabricant espère maintenant convaincre le marché français. Vous voyez ce reportage d'Aurélie Colombel et d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Ici, la guerre contre le plastique est ouverte. 300 millions de pots sortent chaque année de l'usine Fertile basée à Le Syndicat. Des récipients fabriqués avec ces résineux venus du Grand Est. Une histoire qui a aujourd'hui 60 ans. À l'époque, tout était fait à la main quand un ingénieur trouve une solution mécanique. Il fallait transformer une cartonnerie qui faisait que du carton pour les chaussures et qui était vouée à la disparition. Donc, mon patron avait été contacté pour justement commencer à réfléchir à une automatisation d'un mouvement qu'on faisait donc pour former les premiers godets. La spécificité du Fertile Pot, c'est le fait de laisser passer les racines, de ne pas devoir dépoter ensuite, de le mettre en terre directement. Il est totalement biodégradable. Depuis 10 ans, les investissements se sont succédés pour augmenter les capacités qui pourraient, selon les dirigeants, être encore multipliées par 3. L'entreprise emploie désormais 60 personnes et dégage 10 millions de chiffre d'affaires. 80% de la production part à l'étranger. Alors, pour percer davantage le marché français, une nouvelle marque vient d'être créée. Les Sans Culottes fait évidemment appel à l'histoire française, donc révolutionnaire, à la révolution dans le jardin, d'une part, et la plante sans culotte, c'est la plante sans déchets. Même si les tarifs ne dépassent guère quelques centimes, ils sont toutefois 2 fois plus chers que leur homologue en plastique. Pour faire son trou, le godet en papier cartonné aurait besoin d'un coup de pouce. On a réussi à supprimer les pailles en plastique, les cotons-tiges en plastique, la vaisselle en plastique. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est arriver à supprimer les pots de fleurs en plastique. C'est possible, on a une solution qui marche. Et donc, ce que l'on veut, c'est sensibiliser le gouvernement. Depuis 10 ans, le secteur d'activité qui décarbone le plus, c'est l'industrie, dont les investissements se multiplient en ce sens. Fertile, par exemple, a amélioré ses emballages pour chasser le plastique et installera prochainement une machine pour rendre les pots plus résistants à l'humidité. Tout comme les montagnards, les jardiniers ont besoin dans les potagers d'être bien chaussés. Depuis 1908, le fabricant des chaussures Paraboot produit, après 150 opérations manuelles et 6 semaines de travail, des chaussures de très haute qualité, connues pour leur résistance. Mirko Preci nous emmène à la découverte de ce savoir-faire centenaire pour Télé Grenoble. Regardez. Depuis 1908, la société Richard Ponvert fabrique des chaussures, les Paraboot. Cette entreprise familiale est née à Izeau, là où a grandi Rémi Richard, fondateur de l'entreprise. Rémi Richard, qui est un fils d'agriculteur, décide juste après la Première Guerre mondiale, part aux États-Unis et il découvre l'utilisation du caoutchouc pour protéger les semelles, qui à l'époque étaient principalement des semelles en cuir ou des semelles en bois. Il décide donc de fabriquer des semelles en caoutchouc, ce qui fait rapidement la renommée de Paraboot. Au fil du temps, l'entreprise a créé des chaussures pour les pilotes d'essai du Concorde. Ça a pu être des chaussures pour des explorateurs comme Paul-Émile Victor pour des expéditions. En 1980, l'entreprise est en faillite, mais la mode change et le modèle Michael est plébiscité. La société se relève et se concentre désormais sur les chaussures de ville. Aujourd'hui, la marque iséroise garde la même recette. Elle se veut être garante du fabriqué en France. 77% de leurs matières premières proviennent d'entreprises françaises. On travaille, nous, avec des cuirs qui sont à la base des cuirs de veau, qui ont l'avantage d'être les cuirs un petit peu les plus jolis. Là, par exemple, vous avez ce cuir-là, qui est le cuir qu'on utilise sur tous nos produits un peu iconiques. C'est un cuir qu'on utilise chez Paraboot depuis plus de 80 ans. Les semelles en caoutchouc, l'ADN de la marque, sont cuites à la manière d'un gaufrier. Cousues sur la chaussure, elles sont facilement réparables. Mais ce savoir-faire traditionnel doit s'adapter à son époque.
Paraboots, depuis les 100 dernières années, a toujours su innover grâce à l'utilisation et la remise en question de ces matières premières, s'adapter aux nouvelles normes qui évoluent tous les ans, toujours essayer de répondre aux attentes du client, des modèles plus souples, des modèles qui durent toujours plus longtemps, qui sont plus ressemblables aussi et qui permettent aussi de s'adapter aux besoins tels que des matières plus naturelles, plus végétales. En prenant soin, ces modèles peuvent atteindre 20 ans d'espérance de vie. Déplacée à Saint-Jean-de-Moiran en 2017, l'entreprise réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. Voilà, beaucoup d'entre nous ont été confrontés au refus de nos enfants de déjeuner à la cantine, le plus souvent par crainte de subir les menus proposés. Alors afin de rendre ce moment plus convivial, les élèves de cette école primaire de La Ciotat ont goûté et validé pour tous leurs camarades 5 recettes proposées par Sylvain Chevalier, responsable de l'innovation culinaire du groupe Elior. Regardez cette interview. 70% des enfants qui vont répondre OK, la recette sera validée et distribuée sur l'intégralité de nos sites en France. J'ai aimé le houmous, j'ai aimé la peine à la tomate, sauf qu'il manquait un peu de sel. Et c'était trop chaud. J'ai pas trop aimé la brandale de Colin. C'est ce que tu as préféré goûter aujourd'hui ou pas ? Offrir le meilleur du territoire dans la gastronomie de l'Aube, c'est le pari réussi de ce fromager qui a inventé le Trifoire, une spécialité gastronomique issue de 2 produits locaux renommés, le chaours et la prunelle de Troyes. Cette création a décroché une médaille d'argent au Mondial du fromage en septembre. Victime de son succès et déjà en rupture de stock, notre partenaire Canal 32 a réussi à le goûter. Regardez. Voici le Trifoire, un fromage de chaours badigeonné à la prunelle de Troyes, un combo gagnant 100% local. La liqueur est coupée à 50% avec de l'eau pour garder le bon équilibre. Si on l'utilise pur, on va tuer le pénicillium du fromage, donc toute la croûte blanche. Et le fromage va prendre énormément de puissance, mais la croûte va devenir grise. Donc un aspect visuel pas très agréable et un goût d'alcool trop fort. Ça change foncièrement le goût du chaours. Par contre, la prunelle, le goût d'alcool de prunelle ne domine pas. Donc c'est tout en finesse, tout en discrétion. Une fois la recette réalisée, tout réside dans l'affinage. Il faut ensuite suivre l'évolution du fromage et le développement de sa croûte. Après, le fromage est mis en chambre froide, évidemment, sur des pailles de seigle. Il est couvert pour empêcher qu'il sèche au contact du froid. Et puis au bout de 12 jours, on le réemballe et il est bon à consommer. Résultat, un fromage au goût sucré. Pour le savourer, mieux vaut le sortir 2 heures avant pour qu'il soit à température ambiante. Un produit artisanal qui peut facilement s'accorder. C'est un fromage qui peut se déguster très facilement avec de la prunelle glacée. Ça, c'est très bon. Il peut se déguster également en croustillant, en feuilles de brique, avec un flambage à la prunelle également. Et puis tout simplement avec du champagne. Ce produit purement local l'est jusque dans son nom. Et pour cause, le Trifoire, c'est un petit cours d'eau qui prend sa source à Saint-Germain et se jette dans la Seine à Saint-Julien-les-Villas. Un produit mûrement réfléchi donc, Eric l'élabore depuis le mois de juin. Et le travail a payé, car s'il n'en fait pas tout un fromage, 2 de ses créations, le Trifoire et le Monron, un petit mourni affiné au marc de raisin du Jura, ont été récompensés au Mondial du fromage à Tours le 10 septembre dernier. Les 2 ont été primés par une médaille d'argent. Donc je dois dire que le Trifoire a échoué à 2,7 points de la médaille d'or. C'est une belle expérience, c'est une belle réussite pour promouvoir le produit. Cette nouveauté est déjà adoptée par la clientèle. Comptez 7,50 € pour vous procurer le Trifoire. S'il est pour l'heure uniquement commercialisé à la fromagerie de Sainte-Savine, Eric espère diffuser son produit sur tout le département d'ici quelques mois. Voilà pour ceux qui aiment les animaux, ce reportage est pour vous. À l'opposé de l'imaginaire des enfants, ils sont plutôt craintifs mais affectueux. Présentés au dernier World Dog Show, Oracle et Meki ont été désignés plus beaux chiens-loups du monde. Natacha Astor les a rencontrés pour TVR à Rennes. Regardez. Alors ça c'est Mikey, un chien-loup de Sarlos de 6 ans. Il est brun forêt. Et voilà, c'est un chien qui fait des concours depuis tout petit. Plus beau chien loup Sarlos du monde, mais devant les caméras, Mikey et Oracle font un peu les timides. Ah va pas venir. Viens, allez viens.
Oracle, 5 ans, pelage gris-loup, a conquis le jury et remporte la plus haute récompense du monde en devenant meilleure femelle du concours face à 28 concurrentes. C'est un petit peu réservé de l'humain, souvent il recule. Bon, elle est assez habituée, donc elle recule plus du tout devant les juges, elle fait même des câlins. C'est pour ça qu'elle gagne. C'est un peu pour ça, elle charme les juges. Cette passion des canidés, Orlan la tient de sa maman, Vanessa, qui adopte son premier chien loup il y a quelques années. Toutes les deux ont habitué Mikey et Oracle à des bains de foule et elles ne passent jamais inaperçues. Soit les gens viennent vers nous pour essayer de le caresser, soit ils ont un recul direct. Et les gens connaissent maintenant le chien loup de Sarlos. C'est très intéressant et puis au moins on sait qu'on sert à quelque chose aussi, à faire connaître la race. Timide, peu sportif, très observateur, le chien loup est une race bien particulière qui demande de vraies connaissances. C'est pas les chiens pour tout le monde, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, de connaissances aussi dans la race et dans le chien tout simplement. Les deux éleveuses de Pléchâtel espèrent une portée de petits chiens loups dans l'année à venir. Malgré l'arrivée de l'automne, octobre est rose. Notre partenaire 20 Minutes TV a rencontré Héloïse, Catherine, Wilmine, Lisa et Yaël, qui ont tout un point commun, avoir eu un cancer du sein. Alors surmonter cette épreuve exige un moral à toute épreuve qui passe par la préservation de l'estime de soi malgré les conséquences visibles des traitements. À Paris, l'association Belle et Bien propose des ateliers pédagogiques afin de retrouver sa féminité face à la maladie. Il y a une partie soins et une partie make-up. Et vous allez voir qu'on va plus parler d'effets pour le make-up. On ne va pas être sur un cours de maquillage. Plus, on parlera d'un effet bonne mine. On va aller se positionner en faisant un 3 sur le visage qui permet de sculpter en fait, le visage, de donner bonne mine. Ouvrons maintenant une page culture et patrimoine avec cette histoire totalement extraordinaire, digne d'Indiana Jones. Plusieurs dizaines de pierres précieuses découvertes il y a près de 10 ans par un alpiniste dans les débris d'un avion écrasé en 1966 dans le Mont Blanc viennent d'être vendues. Pour notre partenaire 8 Mont Blanc, Luc Harouc a assisté à Chambéry à cette vente aux enchères, pas tout à fait comme les autres, vous allez voir. Voici une partie du butin de celui que l'on surnomme le trésor des Bossons. Ces nombreuses pierres précieuses ont été découvertes il y a 10 ans par un randonneur parmi les débris d'un crash d'avion survenu en 1966 dans le massif du Mont Blanc. Si cette histoire semble sortie d'un album des aventures de Tintin, elle est bien réelle, en témoignent ces nombreuses pierres précieuses. Ce sont des lots assez hétéroclites, classés entre émeraude, saphir, la jadéite se trouve ici. On a à la fois certains gros calibres qui sont vendus à l'unité. Souhaitant garder l'anonymat, le randonneur au Savoyard, ayant découvert ce précieux trésor, a aujourd'hui décidé de s'en séparer grâce à une mise aux enchères organisée à l'hôtel des ventes de Chambéry. Bijoutier, passionné ou simple habitant de la région, de nombreux curieux ont fait le déplacement pour espérer s'arracher l'un des 40 lots mis en vente. Moi j'achète et je revends des pierres précieuses. Donc ici on peut peut-être trouver des belles opportunités, il y a quand même de belles pierres. C'est des pierres qui ont une histoire aussi puisque c'est quand même un crash d'avion. Outre leur valeur marchande, ces pierres précieuses ont évidemment aussi une grande valeur historique. L'extraordinaire récit, ponctué encore aujourd'hui de nombreux mystères, participe à la renommée de ce fabuleux trésor. C'est extrêmement rare d'avoir aux enchères un trésor découvert dans les glaces. La glace souvent broie beaucoup de choses, elle casse tout, les épaves reviennent déchiquetées. Là, c'est des pierres qui ont survécu à un crash, il y a eu du feu sûrement. Les bijoux d'habitude ça fond, là c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de survivants malheureusement et ça miraculeusement c'est dans une boîte en métal qui n'a pas souffert. C'est la première fois de ma carrière que j'ai un trésor comme ça à vendre dans des circonstances aussi exceptionnelles. C'est aux alentours de 15h30 que débute la mise aux enchères. Et certains semblent bien décidés à repartir avec leur propre morceau du trésor. J'ai 1600 madame. Mis à prix entre 20 et 500 €, certains lots se sont vendus jusqu'à 2000 € pièce. Et si chacune de ces pierres a aujourd'hui trouvé preneur, la seconde partie du trésor est toujours visible au musée des cristaux de Chamonix, proche de là où elles ont été retrouvées. Voilà, et à Toulouse, c'est un poème manuscrit écrit par Jacques Prévert pour le décès de son ami Boris Vian, qui a été mis lui aussi aux enchères.
Ce poème manuscrit témoigne de l'amitié et du lien indéfectible qui liait ces deux hommes, artistes à la très forte sensibilité. Le poème composé par Jacques Prévert est adressé à Ursula Vian-Kubler, seconde épouse de Boris Vian, au décès de ce dernier en 1959. Ça reste quand même deux grands monstres de la littérature française, donc forcément c'est des témoignages qui sont assez inédits et assez rares en fait. On sent l'amitié, on sent la fragilité de l'intellectuel et c'est vraiment, un très poignant hommage. Voilà, la lettre de Jacques Prévert a finalement été adjugée pour 3 950 € à un collectionneur amateur, lui, de Boris Vian. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les Yvelines, tout comme les irréductibles Gaulois, avaient vu passer les Vikings? Le temps d'un week-end, les hommes d'Harald Ier étaient mis à l'honneur au château de la Madeleine. La reconstitution historique d'un campement viking du IXe siècle a attiré pas moins de 10 000 visiteurs. Un reportage de Louis Douchin et de Régine Ralèche pour TV78 sur place. Ici, au pied du château de la Madeleine, on vous forme à l'art de la guerre viking. Pendant 2 jours, une reconstitution historique a permis aux 10 000 visiteurs présents de découvrir leur mode de vie au IXe siècle. Les Vikings sont passés dans les Yvelines. Il y avait plusieurs camps vikings qui étaient sur les îles des bords de Seine lorsqu'ils ont attaqué Paris au IXe siècle. Donc c'est bien antérieur à la période du château de la Madeleine, mais c'est une thématique qui est assez porteuse, qui plaît à beaucoup. C'est hyper important parce que du coup ça représente aussi l'histoire, comprendre aussi comment on vivait à l'époque, parce qu'on est aussi dans une génération aujourd'hui où les enfants n'ont pas forcément notion de tout ce qui est quotidien, donc c'est aussi important de transmettre aux jeunes générations une autre époque et une autre vie. Dans ce campement plus vrai que nature, une vingtaine de bénévoles incarnaient la vie du camp. Ils étaient présents afin de montrer le savoir-faire des Scandinaves aux Yvelinois. Chacun ont leur particularité. Donc de base, nous représentons la vie en général, donc la vie de camp. Selon les envies et les capacités de chacun, ils se choisissent de faire, soit de représenter le combat, ce qui faisait partie de leur vie aussi, et des artisanats. Cette association Marly Porten, le clan d'Ivar, s'appuie sur des recherches historiques pour proposer une expérience immersive. Notre souhait, c'était de faire de la médiation culturelle autour de l'époque d'opposants du peuple scandinave de l'ère viking. C'est extrêmement important puisque c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur notre patrimoine, de l'ouvrir au plus grand nombre et de proposer des animations qui peuvent toucher tous nos publics. Le château de la Madeleine proposera une nouvelle programmation avec d'autres reconstitutions historiques sur des week-ends dans les prochains mois. Les dates ne sont pas encore communiquées. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le nouveau show mis en lumière dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Luminiscence, c'est son nom, transporte le spectateur au temps des grands bâtisseurs du XIIe siècle. Une prouesse technique destinée à recueillir les fonds pour rénover le grand orgue de la cathédrale. Alix Fourcade a eu la chance d'assister aux répétitions pour notre partenaire TV7 du groupe Sud-Ouest. C'est avec délicatesse que les traits de la cathédrale Saint-André se dessinent sous nos yeux. D'abord, on va commencer par un parcours immersif dans le déambulatoire pour découvrir les 7 chapelles de la cathédrale mises en lumière. Puis, le public va s'asseoir dans la nef. Et là, le spectacle est articulé autour de 3 actes. Un premier sur l'architecture et la construction de la cathédrale, il y a plus de 1000 ans, près de 1000 ans pour être exact. Deuxièmement, on va découvrir les vitraux et leurs jeux de lumière qui métamorphosent la cathédrale de l'aube au crépuscule. Et le 3e acte, c'est autour de la musique à travers les époques, donc du Moyen-Âge au baroque jusqu'à l'époque contemporaine. Un spectacle de mapping de 35 minutes, résultat de 6 mois de préparation en amont pour l'entreprise Luminiscence. On souhaite que notre public puisse apprendre quelque chose, repartir de spectacle en ayant appris sur l'histoire et les secrets de cette cathédrale. Mais effectivement, avant tout, cet édifice a été fait pour élever dans une dimension spirituelle. Et donc on a cherché à susciter cette même émotion, telle que nos grands bâtisseurs ont cherché à le faire aussi il y a près de 1000 ans maintenant. L'animation sera diffusée tous les soirs du mercredi au samedi jusqu'au 17 décembre, avec 7 soirées exceptionnelles de musique live prévues, animées par le chef d'orchestre Alexis Dufort.
Vous allez entendre du Fauré, vous allez entendre du Gounod, du Dvorak, du Grieg, des grands classiques, des pièces un peu moins connues. Et tout ça va être collé normalement, si tout se passe bien, directement sur l'image. Le but, c'est que les Bordelais se réapproprient leur cathédrale, parce qu'on s'occupe du cultuel, mais il y a aussi le culturel, et que c'est un patrimoine vivant qu'on doit faire vivre, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Luminiscence a été co-construit avec l'association de musique sacrée Cathédra, qui va récupérer une partie des recettes pour rénover l'orgue de la cathédrale, un grand projet dont le coût total est estimé à 3 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.